Bonjour à tous et bienvenue sur France 24 en partenariat avec YouTube. Nous sommes à Aix-en-Provence à l'occasion des rencontres économiques. Et mon invité est Luc Courcel, il est président du directoire d'Areva. Bonjour et merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous avez pris les commandes du groupe il y a à peu près un an. C'est une ère post-Fukushima, donc plus terne pour le nucléaire. L'Allemagne sort également de l'atome avec la fermeture de 7 centrales. L'Italie, on ne sait pas très bien si elle va redémarrer. Donc c'est un peu en berne l'atome aujourd'hui. Quelles sont vos perspectives pour 2012 et 2013 après avoir affiché des pertes importantes au mois de mars dernier? Alors d'abord, 2,7 milliards. L'atome n'est pas du tout en berne. Le nucléaire, ça n'est pas une énergie du passé, c'est une énergie du futur. Juste après Fukushima, évidemment, il y avait beaucoup d'émotions, c'est normal. Et puis un an après, il y a beaucoup de rationalité. Et tous les pays ont tiré les enseignements de Fukushima et s'apprêtent à redémarrer un certain nombre de programmes nucléaires. J'en veux pour preuve. Quel pays alors? Par exemple, nous n'avons jamais eu autant d'appels d'offres en Europe. Nous avons des négociations qui sont en train de reprendre en Chine, en Inde. Donc je suis très confiant sur le fait que la capacité va continuer à augmenter. Nos estimations, c'est plus de 50% de croissance d'ici 2030. En Europe, justement, il y a un appel d'offres en Grande-Bretagne. Absolument. Auquel vous participez avec les Chinois. Pourquoi avoir choisi un partenariat avec les Chinois et quel est exactement... Alors vous savez, les deux électriciens allemands s'étaient alliés pour préparer des projets de centrales nucléaires. Ils ont décidé d'y renoncer, de transmettre tous les travaux qu'ils avaient faits à d'autres. Donc nous avons constitué une équipe avec un certain nombre d'électriciens, dont des Chinois, pour justement reprendre ce qui a été fait et démarrer ces travaux dans un pays qui, vous savez, attache une importance particulière au nucléaire, puisqu'ils veulent absolument relancer cette énergie. C'est un peu l'exception britannique d'ailleurs en Europe. Ça n'est pas du tout l'exception britannique. Nous avons remis une offre en Finlande, nous venons de remettre une offre en République tchèque. Nous savons que la Pologne va démarrer un appel d'offres d'ici la fin de l'année. Un autre appel d'offres démarrera en Finlande. Les Pays-Bas y réfléchissent. Donc si vous voulez, l'Europe n'a pas du tout renoncé, au contraire, au nucléaire. Plus de 15 pays ont confirmé leur engagement dans cette énergie en Europe. Alors bien sûr, on parle beaucoup de l'Allemagne, mais ça reste une situation unique. Et pourquoi avez-vous choisi les Chinois pour travailler en Grande-Bretagne? La Chine, c'est un partenaire historique de la France dans le domaine du nucléaire. Nous célébrons cette année le 30e anniversaire de la coopération entre la Chine et la France. Et nous espérons bien que cet anniversaire ouvre une nouvelle période. Et puis les partenaires chinois sont les partenaires avec lesquels nous avons construit Daya Bay dans les années 80 et avec lesquels nous construisons en ce moment 2 EPR à Taishan, dans le sud de la Chine, dans des très bonnes conditions, en respectant le budget, en respectant le calendrier. Donc c'est un partenaire fiable pour justement travailler sur d'autres projets. Mais justement, l'EPR est-il véritablement adapté à ce nouveau marché avec les retards à la fois en Finlande? C'est vrai que vous mettez l'accent sur la sûreté, mais il reste cher. Combien prévoyez-vous d'exporter d'EPR en 2012 et 2013? Alors, l'EPR est particulièrement bien adapté au contexte post-Fukushima. Et d'ailleurs, il a été revu par toutes les autorités de sûreté où nous construisons, qui n'ont pas demandé de modification après Fukushima. Ça montre que nous avons bien intégré, si vous voulez, toutes ces exigences. Alors, nous sommes en train maintenant d'intégrer toutes les expériences que nous avons prises dans ces premiers projets finlandais, dans ce projet de Flamanville, et nous sommes capables de faire des offres très compétitives. Il n'y a pas un appel d'offres en ce moment où nous ne soyons pas appelés par les clients. Donc je suis confiant sur le fait que l'EPR va tracer sa route. Notre objectif, c'est de prendre 10 commandes d'EPR dans les 5 prochaines années. 10 commandes dans les 5 prochaines années, ça vous semble toujours réaliste malgré le contexte actuel, à la fois réaliste, de crise et... Absolument. Alors ça se passera en Asie, ça se passera en Europe. Ça sera des bonnes bagarres, puisque tout ça se fait dans des compétitions internationales. Mais nous avons une place à jouer. L'industrie française est excellente dans le domaine du nucléaire. Et pour Areva, l'export est clé. Areva, c'est 2/3 du chiffre d'affaires à l'export, 2/3 des emplois en France. Donc vraiment une fantastique contribution à la balance commerciale, une fantastique contribution à la création d'emplois en France. Alors justement, en termes de création d'emplois, vous avez mis en place un plan de rigueur au printemps dernier. Vous aviez prévu d'avoir des suppressions de postes en France ou pas? Non, il n'y a aucun plan social qui a été mis en œuvre en France. Il y a des réductions d'emplois qui ont été mises en place en Allemagne. Il y a des réorganisations industrielles qui ont été faites hors de France. Mais en France, nous avons simplement gelé le recrutement des fonctions support, de toutes les fonctions administratives, où nous avions probablement un peu des sureffectifs. Mais pour le reste, il n'y a pas de plan social en France. Et un gel qui continue, qui se poursuit en 2012, 2013 en France? Le gel du recrutement de ces fonctions, oui. Par contre, nous continuerons à recruter, par exemple, des ingénieurs. Nous continuerons aussi à être très actifs dans le domaine de l'apprentissage. Nous avons 1500 apprentis dans nos équipes en France et nous pensons que c'est très important pour préparer l'avenir de l'entreprise. Nous ne gérons pas une industrie en déclin. Nous gérons une industrie en plein devenir, en développement. Donc vous pensez recruter en France cette année? Nous continuerons à recruter, oui, des ingénieurs et des techniciens sur nos sites industriels. Alors sur le modèle du nucléaire français, est-ce que EDF doit être leader?
Si vous voulez, moi je crois que le vrai sujet, c'est la question que nous posent les clients. L'équipe de France, c'est un fantastique ensemble entre EDF, opérateur avec une extraordinaire expérience, Areva a une capacité à fournir l'ensemble des services pour un opérateur nucléaire, le CEA pour la recherche. La vraie question après, c'est de trouver la formule magique en fonction des questions de chaque client. Mais quelle est votre formule? Eh bien, par exemple, en Arabie Saoudite, où nous savons qu'un appel d'offres va être lancé l'an prochain, nous avons décidé de créer une équipe commune avec EDF et nous avons ouvert des bureaux communs à Riyad pour justement commencer à travailler le terrain. Ça veut dire que EDF finalement vend des EPR? EDF va participer avec nous à la construction de ces EPR. Encore une fois, après, en fonction de chaque marché, nous trouvons la bonne combinaison. Si le client veut d'abord un opérateur, ce sera évidemment EDF qui mènera le jeu. Si le client préfère simplement avoir la construction d'une centrale, en Arabie Saoudite, en Pologne, nous allons nous mettre ensemble pour offrir cette centrale. Est-ce que ce n'est pas un peu incongru que finalement ce soit l'un de vos clients qui participe à la vente de vos produits? Mais si vous voulez, l'EPR, c'est un produit exceptionnel. Il a été défini dans les années 90 par une coopération entre les autorités de sûreté, des constructeurs, qui étaient à l'époque Framatome et Siemens, et des électriciens. Donc, il est normal que nous allions ensemble porter sur le marché. Quand vous vendez un EPR, vous vendez bien sûr sa construction, mais vous vendez aussi sa mise en service, vous vendez les actions de formation. Donc, c'est bien que les deux acteurs solides de l'équipe de France travaillent ensemble pour ça. L'affaire Uramine, entreprise canadienne qui avait été achetée à prix d'or, 1,7 milliard d'euros en 2007, dévalorisée puisqu'on parle maintenant de 400 millions d'euros. Qui est responsable de cet achat? Moi, ça ne m'intéresse pas, si vous voulez, ce sujet. Nous avons tourné la page, nous avons fait l'analyse de ce qui s'était passé, nous en avons tiré les enseignements, nous avons modifié notre gouvernance, nous avons adapté notre stratégie minière et je regarde devant. Et il y a une responsabilité collective, tout de même, Anne Lauvergeon était à la tête du groupe, vous étiez aux manettes également. Est-ce que c'est une mauvaise opération? C'était une bonne opération sur le plan stratégique, c'est une opération dont les conditions d'exécution n'ont pas été satisfaisantes. Et quand je parle de nouvelles modes de gouvernance, je parle effectivement de nouvelles méthodes de travail, de collégialité, de rigueur, de transparence, pour éviter que ce genre de décision se reproduise à l'avenir. Parce qu'en fait, il y a eu un échec dans la gouvernance à l'époque, c'est ce qui... Écoutez, moi, c'est pas moi qui l'ai dit, si vous voulez, ce sont les 3 administrateurs qui ont examiné ce sujet de façon constructive pour voir comment éviter que des situations pareilles ne se reproduisent. Est-ce qu'il va y avoir de l'uranium dans ces mines en Namibie ou pas? Alors, en Namibie, il y a effectivement de l'uranium. Il y a une mine que nous avons décidé de geler pour l'instant parce que nous considérons que ce n'est pas le moment d'introduire ces quantités d'uranium sur le marché. Ce sera plus tard. Donc nous avons mis sous cocon les installations, nous sommes en train de finir les investissements et cette mine sera disponible pour produire de l'uranium. Il y en a lorsque le marché en aura besoin. Vous savez en quelle quantité? Nous savons en quelle quantité, nous savons comment la produire. Nous avons maintenant totalement défini la façon dont ça se passera. À nous de choisir le bon moment pour mettre ces quantités sur le marché. Avez-vous l'intention de céder des activités minières, Le Courcel? Absolument pas. Nous n'avons aucune intention de céder les activités minières. Les activités minières, elles font partie de notre fameux modèle intégré, c'est-à-dire notre capacité de servir tous les besoins d'un opérateur nucléaire. Elles font partie aussi de ce sur quoi nous avons beaucoup investi, de nos compétences de base. Elles font partie intégrante du groupe. Donc vous ne revenez pas sur cette stratégie de modèle intégré qui était chère à Anne Lauvergeon, de la mine d'uranium jusqu'à l'EPR? Mais non seulement je ne reviens pas, mais je salue cette stratégie que Anne avait définie et qui est la bonne stratégie. Voilà. Donc nous allons continuer dans cette direction. En ce qui concerne l'ouverture de capital d'Areva, est-ce que vous vous attendez à avoir des entrées de partenaires au sein du capital? Alors, l'objectif de ce plan stratégique que nous avons lancé en décembre de l'année dernière, c'est vraiment d'être autosuffisant en termes financiers, c'est-à-dire d'être capable, grâce aux ressources que nous dégageons, de continuer à financer les importants investissements que nous faisons pour nous développer. Nous allons investir dans les 5 prochaines années 8 milliards. Voilà, l'objectif, c'est de les autofinancer. S'il y a autofinancement, il n'y a pas besoin d'ouvrir le capital. Donc pas d'ouverture de capital en 2012-2013? Pas d'ouverture de capital. François Hollande avait fait sa campagne en parlant de politique énergétique, comme vous le savez, revenir justement sur le mix énergétique en France, que l'électricité soit produite d'origine nucléaire au niveau de 50% et non pas 75% aujourd'hui. Est-ce que ça vous paraît être un bon mix énergétique pour la France? Bon, si vous voulez, le mix énergétique, c'est une décision de politique. Donc c'est la responsabilité du gouvernement. Et en tant qu'opérateur et entreprise publique, nous exécuterons, nous appliquerons les instructions qui nous sont données. Ça risque de vous pénaliser? Je ne crois pas, parce que si vous voulez, avec 50%, ça montre que le nucléaire reste toujours le principal moyen de produire de l'électricité. Et c'est un message clair que la France reste engagée dans la voie du nucléaire. Le fait que la construction de Flamanville continue, bon, c'est aussi un signal fort sur le fait que la France soutient le développement de l'EPR. C'est ce genre de signal qui est attendu par nos clients potentiels sur les marchés internationaux. En revanche, ils souhaitent fermer Fessenheim. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, nous verrons à ce moment-là quand la décision sera prise dans quelles conditions. Pour nous, c'est aussi l'opportunité de continuer à développer certaines activités de démantèlement. Nous avons déjà aujourd'hui des activités de démantèlement en France,
en Allemagne, aux États-Unis. Nous avons 1500 spécialistes dans le groupe. Nous considérons qu'il est absolument indispensable de réaliser le démantèlement des installations nucléaires dans des bonnes conditions. Ça fait partie des conditions d'acceptation du nucléaire. Mais écoutez, nous travaillerons à ce moment-là sur ces sujets. Mais la fermeture de Fessenheim, ça ne vous choque pas pour vous? Elle aurait 40 ans, cette centrale, en 2017. Alors la durée de vie, si vous voulez, c'est un sujet technique, hein, c'est un sujet de sûreté, donc c'est aux autorités de sûreté de décider, et c'est un sujet économique. Hein, si vous... Nous travaillons beaucoup à des programmes d'extension de durée de vie dans un certain nombre d'autres pays, par exemple aux États-Unis. Mais elle vous semble justifiée ou pas, cette fermeture? Aux États-Unis, 75% des centrales vont jusqu'à 60 ans. Bon. Donc à ce moment-là, il faudra voir dans les conditions dans lesquelles la fermeture sera décidée en 2017. Elle vous semble justifiée ou pas? C'est au pouvoir politique de décider, c'est pas à nous, opérateurs, là. Le gouvernement va prendre un décret sur la rémunération des patrons d'entreprises publiques qui va donc mettre dans une fourchette cette rémunération de 1 à 20, ce qui signifie diminuer de moitié votre rémunération. Que pensez-vous de cette mesure? Est-ce que c'est un exemple? Alors si vous voulez, moi j'ai toujours considéré à titre personnel qu'il y avait eu des excès dans l'évolution de la rémunération des dirigeants. Probablement plus dans le monde financier que dans le monde industriel, et probablement plus dans le monde industriel que dans les entreprises publiques. Moi, je considère que dans cette période difficile, si nous voulons gérer des transformations, il faut être capable de donner des exemples. Et nous l'avions fait d'ailleurs chez Areva. Vous savez que sans attendre cette décision, nous avions renoncé à nos bonus 2011. Nous n'avons pas d'indemnité de départ en cas de non-renouvellement des mandats. Donc c'est une mesure que je comprends et après c'est à l'actionnaire de la décider, de la mettre en œuvre. Vous pensez qu'elle va trop loin justement par rapport au fait qu'on renonce au bonus, le fait de limiter carrément les rémunérations? L'actionnaire en la matière, il est maître, c'est lui qui décide et c'est lui qui impose ce genre de décision aux mandataires sociaux dont je suis. Vous y êtes prêt en tout cas? Absolument. Hélène Levergeon a fait l'objet d'une sorte de complot de bande qu'elle a dénoncé dans un livre au moment de son éviction. Que pensez-vous de ce qu'elle a dit sur Nicolas Sarkozy et du fait que justement il avait mis en place des bandes? Bon, écoutez, moi je n'ai jamais vu de complot. Ce sujet ne m'intéresse pas. Je suis à la tête d'Areva. Areva est engagé dans une période de transformation, dans un monde, comme vous l'avez dit, qui est difficile après Fukushima. C'est ça ma priorité, regarder devant et mener Areva au succès sur ce marché international. Merci Luc Courcel. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur France 24.